Un conseil des ministres est tenu au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs dossiers économiques, politiques et sociaux étaient à l'ordre du jour. La restructuration de l'armée également à l'ordre du jour. Dans ce 20h, la cérémonie de clôture des travaux de l'atelier bilan du plan d'action 2012-2014 du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants. L'épouse du chef de l'État a reçu les conclusions. La réalisation du troisième pont a nécessité le déguerpissement des populations qui étaient dans l'emprise du projet, que sont devenus ces déguerpis de ce site. Dans ce 20h, la réponse également. L'actualité dans le domaine du sport, c'est aussi ce point de presse animé cet après-midi par le porte-parole de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Il a été question de la participation des éléphants à la CAN 2015. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Dans une quinzaine de minutes, le dossier du jeudi. Des véhicules de plus de 20 ans continuent de servir au transport de marchandises et des passagers, constituant un véritable danger pour les usagers. Alors, question, pourquoi ces véhicules dépassés circulent-ils encore, menaçant la sécurité routière? À quand le rajeunissement du parc automobile de la Côte d'Ivoire? Le dossier de la rédaction dans ce journal. Comme annoncé, le Conseil des ministres a eu lieu donc cet après-midi. L'un des points essentiels, la restructuration de l'armée. Avant la fin de ce journal, vous aurez certainement le compte-rendu de nos reporters. Après environ 2 semaines passées hors du pays, le président de la République a regagné Abidjan hier. Quelques minutes après son arrivée, le président Alassane Ouattara a fait le point de sa visite qu'il a jugée enrichissante pour le pays, la Côte d'Ivoire. Nos reporters sont au montage et avant la fin de ce journal, vous aurez certainement l'intégralité de la déclaration du président de la République. Et lors de sa visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État a eu donc plusieurs rencontres, au nombre desquelles cette rencontre avec le président de la BID, la Banque islamique de développement. Le point avec notre envoyé spécial, Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara, au siège du groupe Banque islamique de développement à Jeddah, a été accueilli par le président de cette institution, Dr Ahmad Mohamed Ali. Le chef de l'État et le président du groupe Banque islamique de développement ont eu un entretien élargi aux délégations. Un tête-à-tête, puis une séance de travail sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement et surtout la signature d'un accord pour le financement de l'école de formation professionnelle d'agriculture, élevage et pêche de Bouna, d'un montant de 15 millions de dollars, soit plus de 7 milliards 500 millions de francs CFA, en vue d'améliorer l'accès à la formation professionnelle et d'accroître la qualité de ce type d'enseignement. Ce contrat est important, c'est pour une des régions les plus défavorisées de Côte d'Ivoire, la région de Bouna. Je vais au-delà. La Banque islamique de développement avait fait un engagement de contribuer dans notre programme de développement 2011-2016 d'1 milliard donc de dollars équivalents. Et à la date d'aujourd'hui, plus de la moitié de ce montant a été engagé. Et les décaissements sont importants dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Et nous sommes donc très heureux de pouvoir dire au président que lors de sa visite, il avait également pris l'engagement de faire avancer un certain nombre de projets. Par exemple, la route Bungali-Odjede, un certain nombre de projets de pipeline. Tout cela, le président a été totalement conforme à ses engagements. Alors je lui ai dit qu'il faut qu'il vienne plus souvent en Côte d'Ivoire parce que chaque fois qu'il promet, il le fait. Donc, Président, merci beaucoup. Shukran. Voilà. Le portefeuille des opérations de la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire donne des engagements cumulés de plus de 568 millions de dollars, soit plus de 284 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement, créée il y a 40 ans, a pour mission de promouvoir le développement de la santé, la promotion de l'éducation, la bonne gouvernance et la prospérité.
C'est officiel, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée à l'éligibilité du programme Tech World du Millennium Challenge Corporation. La décision a été prise lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration du MCC tenue hier à Washington, D.C. aux États-Unis. Quelles sont les opportunités qu'offre ce programme? La réponse avec Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire sélectionnée à l'éligibilité au programme Threshold du MCC, Millennium Challenge Corporation, c'est le fruit de 3 années d'efforts réalisés au niveau des indicateurs sur le contrôle de la corruption et les libertés civiles. Notre pays a aussi obtenu une note de passage dans la moitié des indicateurs, y compris les exigences utilisées pour l'évaluation d'un pays pouvant bénéficier du soutien du MCC. Avec cette sélection, à l'éligibilité du programme du Threshold, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'une subvention de l'État américain. Subvention qui peut varier entre 6 et 11 milliards de francs CFA sur 2 ans. Cette subvention se traduit sous forme de dons en importants projets d'infrastructure, de développement humain, de gouvernance et de renforcement des capacités et d'accès au marché. Cette performance est aussi un pas de plus vers l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme MCC, une éligibilité qui va permettre à notre pays de bénéficier des ressources sous forme de subventions de l'ordre de 300 à 400 milliards de francs CFA afin d'aider au développement économique et social et donc de réduire la pauvreté. Pour réussir ce pari, le gouvernement a mis en place un comité national MCC depuis septembre 2011 avec un négociateur en chef, Guy Mbeng. Son objectif est d'éclairer le gouvernement dans les prises de décisions sur la vingtaine d'indicateurs. Dans l'actualité également, les travaux de l'atelier bilan du plan d'action 2012-2014 du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire, ouvert hier par la Première Dame, ont pris fin ce jeudi. Cette rencontre bilan de l'organisation et du fonctionnement de la lutte pour la protection des enfants a été l'occasion pour les participants d'évaluer les actions menées sur le terrain après 3 années d'activité. Ce jeudi, l'atelier a présenté ses conclusions à la présidente de ce comité national, la Première Dame, Dominique Ouattara. On écoute le rapporteur de l'atelier, Sigui Moké, présente les conclusions de l'atelier. On l'écoute. Les participants ont noté les acquis suivants. La signature d'un décret portant application de la loi interdisant la traite et les pires formes de travail des enfants. La signature d'un décret institutionnalisant un Parlement des enfants en Côte d'Ivoire, la signature d'un arrêté portant révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Au titre de la sensibilisation et de la mobilisation sociale, une campagne nationale de sensibilisation de masse par affichage, insertion presse et mass média a été réalisée. Des séances de sensibilisation de proximité dans 620 communautés ont permis de toucher plus de 84 000 personnes. Au titre du renforcement des capacités des acteurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national, un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacités des professionnels des différents secteurs concernés par la lutte contre le travail des enfants. Ainsi, plus de 2890 acteurs de la lutte contre le travail des enfants ont été formés, dont 123 membres du corps préfectoral, 50 magistrats, 36 inspecteurs du travail, 75 travailleurs sociaux, 130 professionnels des médias, 35 maires et conseillers régionaux, 121 agents de la police et de la gendarmerie nationale. Tous ces professionnels ont aujourd'hui les connaissances et les compétences pratiques pour mieux prévenir le phénomène, assurer une prise en charge de qualité des enfants victimes et poursuivre les auteurs de ces abus. Au titre de l'accès des enfants à l'éducation et aux structures de prise en charge, convient de noter qu'un accent accru a été mis sur l'éducation par le gouvernement et tous ses partenaires,
en raison de l'importance de cette activité dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Ainsi, plus de 6 668 salles de classe ont été construites et équipées au cours de la période de mise en œuvre du plan d'action national. 48 443 kits scolaires ont été distribués. 6 176 jugements supplétifs ont été établis en faveur des enfants vulnérables. Au titre de la prise en charge des enfants victimes de traite, 1022 enfants victimes de traite ont été retirés et pris en charge. Au titre du renforcement de la coopération sous-régionale, un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants a été signé. Demain, vous aurez le compte rendu complet de Viviane Agnemin. Le 4e congrès du FPI, le Fonds populaire ivoirien, n'a finalement pas eu lieu ce jeudi. Ce report a été obtenu par décision de justice sur une plainte déposée par Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, parti politique de l'opposition. La CPI, la Cour pénale internationale, a confirmé les charges contre Charles Blé Goudé. Le leader des Jeunes Patriotes sera donc jugé pour crime contre l'humanité. Et puis sachez aussi que ce jeudi, les juges de la Cour pénale internationale ont refusé que la Côte d'Ivoire juge elle-même Simone Gbagbo pour soupçonner de crimes contre l'humanité. La CPI réclame donc à l'autorité d'Abidjan le transfèrement de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo. Jour J-5, le pont Henri Konan Bédié sera inauguré le mardi 16 décembre prochain. La réalisation de ce projet a nécessité le déguerpissement des populations qui étaient dans l'emprise du projet. Que sont devenus ces déguerpis du site de ce 3e pont du district d'Abidjan? Comment s'est déroulé le dédommagement de ces victimes de ce projet de développement? Les réponses avec Christelle Menant. Les piliers de l'échangeur de Marcory, aujourd'hui plantés sur ce qui fut jusqu'en 1999 les habitations de 188 ménages, un peu moins de 1500 personnes avec les commerçants. Du côté de Cocody, 1500 habitants et commerçants, au total près de 3000 personnes affectées en 1999 par la nouvelle liaison Marcory-Riviera. On fait une étude d'impact environnemental et social, comme on dit, qui va identifier toutes les personnes affectées par le projet. Mais en 2011, il a fallu encore déguerpir près de 2500 autres personnes venues réoccuper les sites d'emprise lors de la suspension des travaux dus à la crise. Les règles nous obligent à indemniser tous ceux qui sont affectés par le projet. Les déguerpissements étaient assortis d'un plan d'action de réinstallation piloté par le BNET sous l'autorité de l'ex-ministère du Logement, du Cadre de vie et de l'Environnement. 2 vagues de déguerpissement, puis réinstallation et indemnisation qui auront coûté à l'État de Côte d'Ivoire près de 6 milliards de francs CFA. Les préjudices subis par ces personnes, c'est évalué par expertise. Il y a ceux qui avaient des activités économiques dans la zone du projet. Certaines personnes préfèrent être relogées, donc le projet prend en compte la reconstruction des bâtiments et ensuite l'État procède aux indemnisations. Nous avons retrouvé une partie des déguerpis de la commune de Marcory-Sikoji. 55 ménages réinstallés 3 km plus loin dans la cité Henri Konan Bédié à Aliodan, Marcory-Anoumambo. Les logements, il n'y a pas de problème. On est bien dedans. Prévu dans les réinstallations de la cité Henri Konan Bédié, la mise à disposition d'une école primaire et d'un marché non encore effective. Manque d'eau courante et absence de titres fonciers sont à rajouter aux préoccupations des habitants de la cité. D'abord, le titre foncier, l'eau et l'électricité. Après, l'école pour nos enfants. Il y a un terrain qui était réservé pour faire le marché. Ça y est là. Étant donné qu'on n'a pas le titre foncier, qui peut l'aménager? On nous fait payer l'impôt, on n'a pas de titre foncier, on n'a pas un jour, on se réveille un matin, on vient, on dit c'est pas chez vous. Et puis on nous déguerpit de l'endroit. 15 ans plus tard, ces propriétaires espèrent toujours donner à leur cité Henri Konan Bédié l'allure promise. S'il n'y avait pas ce 3e pont, cette cité n'aurait pas existé. De toute façon, c'est bien fait là. On aimerait que notre cité soit aussi embellie de cette façon-là.
Henri Conan-Bédier, c'est également le nom du troisième pont. C'est empreint d'émotion et de fierté qu'ils en parlent. Je suis émue. C'est venu dans le quartier où moi j'étais, le lieu où j'étais, et je vois que le lieu est vraiment transformé hautement. C'est beau à voir. On avait refusé ce joli pont-là. Mais on a accepté, voilà un joli pont. Donc mon nom, Kobena, là, est resté aussi. C'est inscrit. Une fierté, le pont d'un sacrifice heureux qui sera inauguré le 16 décembre prochain. Attendent d'être aux premières loges de cette cérémonie d'inauguration, les déguerpis du troisième pont. L'inauguration du troisième pont, donc fixée au mardi 16 décembre prochain, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est depuis hier de retour après environ 2 semaines passées à l'étranger. Et à son arrivée, il a fait le point. Nous l'écoutons. Je rentre du Royaume d'Arabie Saoudite, où j'ai effectué une visite officielle à l'invitation de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des 2 mosquées, des 2 saintes mosquées. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au palais royal de Riyad par le prince héritier, son Altesse royale le prince Slimane Ben Abdelaziz Al Saoud. Nous avons évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais d'ailleurs rappeler que les relations diplomatiques entre nos 2 pays ont été établies en 1993, alors que j'étais Premier ministre du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Notre volonté avec les autorités saoudiennes est de redynamiser et de diversifier ces relations. Cela doit se matérialiser prochainement par la signature de plusieurs accords de coopération avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, qui faisait partie de la délégation. Également eu une rencontre avec le secteur privé saoudien et j'ai été heureux de constater que les hommes d'affaires saoudiens sont désireux d'investir dans notre pays, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agro-industrie, des hydrocarbures, de l'électricité ou encore du tourisme. Ils sont impatients de venir en Côte d'Ivoire et d'ailleurs une délégation d'hommes d'affaires saoudiens est attendue à Abidjan dans les prochains mois et elle sera conduite certainement par le ministre saoudien du commerce. Je me suis également rendu à Djeddah où j'ai eu des entretiens avec le président de la Banque islamique de développement, le président Mohamed Ali, sur les possibilités de financement de projets sociaux et d'infrastructures dans notre pays. Nous avons, à cette occasion, signé le crédit de 15 millions de dollars pour le lycée professionnel de Bouna. Enfin, je me suis rendu à la Mecque et puis à Médine pour visiter les lieux saints de l'islam. À la Mecque, j'ai eu l'honneur d'être reçu par l'imam principal, président des 2 saintes mosquées. Au terme de ma visite officielle, je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté le roi Abdallah pour son hospitalité et pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. Comme j'ai indiqué, c'était une forte délégation. Avant l'Arabie Saoudite, j'ai séjourné successivement à Dakar et à Paris. À Dakar, j'ai pris part au sommet de la francophonie qui a vu la désignation de Mme Michaëlle Jean, en qualité de secrétaire général de la francophonie pour succéder au président Abdou Diouf. Comme vous le savez, Mme Michaëlle Jean est certes canadienne, ancienne gouverneure générale du Canada, mais elle est haïtienne d'origine. Donc pour beaucoup de chefs d'État africains, nous avons désigné une africaine de la diaspora. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler l'hommage que j'ai rendu au président Abdou Diouf pour son œuvre importante et remarquable à la tête de la francophonie. Il a donc su amener la francophonie à un niveau
particulièrement respecté, et surtout dans le domaine politique, dans le domaine de la démocratie et dans le domaine des droits de l'homme. Le président Abdou Diouf est un grand homme d'État et je lui ai demandé de venir nous voir en Côte d'Ivoire avant donc de quitter Paris pour sa retraite au Sénégal. À Paris, j'ai rencontré le président François Hollande et j'ai pris part au forum Aspen, Europe-Afrique, sur le thème Nouvelle connexion, nouveaux partenariats. À l'occasion de la rencontre du forum d'Aspen, nous avons évoqué les relations entre l'Afrique et l'Europe. Dans le cadre du renforcement de ces relations, nous avons d'ailleurs invité l'Institut Aspen à tenir son prochain forum en Côte d'Ivoire en septembre 2015. Et cette invitation a été acceptée par des responsables de l'Institut. Comme vous savez, l'Institut Aspen est un think tank qui a beaucoup d'influence en France comme en Europe et donc également comme membre beaucoup de responsables politiques, économiques et financiers en Europe, d'ailleurs comme aux États-Unis et ailleurs. Alors, avec le président Hollande, il a été question de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la signature de la deuxième tranche du contrat des endettements et de développement entre nos deux pays. Et cela a eu lieu la veille au Quai d'Orsay par le Premier ministre Daniel Duncan et l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Et c'est un élément important de cette visite. Le Premier ministre a dû faire un aller-retour, et puisqu'il est en même temps ministre de l'économie, des finances et du budget. Et cette signature a porté sur un montant donc, de désendettement et d'utilisation de ressources de 738 milliards de francs CFA. Et cela touche les secteurs prioritaires que nous avons arrêtés nous-mêmes il y a quelques semaines au niveau du gouvernement. Et ces secteurs concernent l'éducation, la santé, le développement urbain et les infrastructures de transport. Je voudrais signaler que ce montant de 738 milliards, c'est pour des projets. Ce n'est pas pour payer des salaires ou des indemnités. Je veux que cela soit très clair. Nous avons bien évidemment évoqué les sujets relatifs à la maladie de la virus Ebola et à la situation au Burkina. S'agissant du Burkina, le président Hollande et moi-même avons une totale convergence de point de vue. Nous avons considéré, nous, que ce pays proche, ce pays frère et ami, doit connaître très rapidement la stabilité, la sécurité et la paix. Et d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, nous aurons un sommet des chefs d'État de la CEDEAO les 14 et 15 décembre prochains à Abuja. Et ce sera l'occasion de faire le point de l'évolution de la situation au Burkina et d'encourager les nouvelles autorités à mettre l'accent sur la préparation des élections présidentielles et législatives qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de 12 mois depuis la mise en place de la transition. Et cet objectif est important parce que le Burkina a besoin d'aide extérieure et nous craignons que si les choses ne se faisaient pas dans un calendrier rapproché, certains bailleurs pourraient être amenés à suspendre leur aide au Burkina, ce qui compliquerait la tâche des responsables de la transition. Donc nous voulons apporter notre soutien aux nouvelles autorités et leur demander de continuer de se consacrer à la préparation des élections. C'est la chose essentielle sur les 9 ou 12 mois à venir. Voilà, comme vous pouvez le constater, le voyage a été long, pratiquement 2 semaines, le programme très chargé et je suis particulièrement heureux d'être de retour à Abidjan. D'ailleurs, la pluie nous a accueillis, donc quel bonheur. Et nous avons noué des contacts bénéfiques pour le pays. Et je dois dire que la délégation qui m'a accompagné a fait un excellent travail. Je voudrais féliciter le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le ministre Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration et des Relations
avec les Ivoiriens de l'extérieur, le ministre Adama Tounkara, les membres du cabinet présidentiel et tous les collaborateurs de la sécurité, de la presse et du protocole qui n'ont pas ménagé les efforts pour que notre séjour soit particulièrement efficace. Et je pense que nous démontrons à chaque occasion que la Côte d'Ivoire est vraiment en vitesse de croisière quant à son efficacité, à sa modernité, et moi j'en suis très fier. Voilà, c'était le point du séjour à l'étranger. Le dossier du jeudi. Des véhicules de plus de 20 ans continuent de servir au transport de marchandises et de passagers, constituant un véritable danger pour les usagers. Alors, question, pourquoi ces véhicules dépassés circulent-ils encore, menaçant la sécurité routière? À quand le rajeunissement du parc automobile du pays? Les réponses avec Choukouya. Estimé à des centaines de milliers de véhicules immatriculés, le parc automobile ivoirien est composé essentiellement de voitures, d'autocars, de camions, de remorques et de semi-remorques. Ce secteur, dominé par les transporteurs de voyageurs et de marchandises, souffre d'une même maladie, le vieillissement des véhicules. Quand les véhicules, nous partons les acheter, c'est les 3e mains. C'est pour cela que quand ces véhicules font au moins 1 an, 6 mois, 2 ans, la voiture ne peut plus tenir. Nous, les transporteurs, la guerre a détruit tous nos matériels. Il y a des villes, même tu vas là-bas, tu vas trouver les voitures, tu dis que c'est une voiture de 100 ans. Des véhicules qui techniquement ne répondent plus à l'épreuve de la route et qui mettent en danger la vie des passagers quand il s'agit de parcourir des distances au quotidien. Il y a une dégradation au niveau du transport. Au niveau du freinage, au niveau des pneus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Pour acheter un car de 70 places nouveau, il faut avoir 200 millions. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Les chiffres en ce qui concerne l'âge des véhicules sont loin d'être reluisants. Les minibus, communément appelés Baka, sont en majorité âgés de plus de 15 ans. Les taxis communaux et intercommunaux, dits Woro-Woro, ont une moyenne d'âge de 19 ans. En ce qui concerne les taxis-compteurs, l'âge moyen est de plus de 15 ans. Ces camions qui sont de très vieux camions, tombent régulièrement en panne. 2, n'ont plus les normes de sécurité qu'ont tous les camions aujourd'hui, c'est-à-dire que les camions sont équipés de freins ABS, alors que tous ces vieux camions ne le sont pas. Donc régulièrement, moi quand je suis dans la Côte d'Ivoire, on voit ces vieux camions qui même pour la moindre petite côte ont toutes les peines du monde à la franchir. L'état pitoyable des véhicules à vocation de transport de passagers, de marchandises ou d'hydrocarbures a des conséquences parfois désastreuses. La fumée que dégagent ces véhicules-là peut être un élément nocif pour l'environnement et pour la santé des individus. Et de façon directe, cette même fumée très opaque dans la circulation peut être cause d'accident. Le plus récent est sur l'autoroute du Nord, un véhicule de type Massa dont l'un des pneus s'est échappé totalement en pleine circulation et qui a endeuillé des familles. Un camion qui est neuf, il va résister beaucoup mieux aux routes dégradées à l'intérieur du pays qu'un camion qui a 25 ans. Ce sont des cars modernes, équipés aussi de freins ABS, de ralentisseurs automatiques. Chaque siège d'un passager dans le car est pourvu d'une ceinture de sécurité. Des moteurs qui consomment moins de carburant. Donc ça veut dire qu'on a un prix de revient kilométrique qui est nettement plus bas que ces vieux camions qui ont plus d'1 million de kilomètres, voire 2 millions de kilomètres. Vous prenez les Massa qui circulent sur l'autoroute, ce sont des cercueils ambulants. Nos effets des visites régulières sur le transport routier dans la circulation. Ainsi donc les véhicules qui sont pris avec des défaillances mécaniques importantes, nous retirons les pièces de ces véhicules, c'est ce qui prescrit donc l'alimentation. À charge pour le responsable de ces véhicules d'aller assurer la réparation de toutes ces défaillances. Mais lorsqu'on lance une opération de contrôle dans une des communes d'Abidjan pendant une semaine, les 3 quarts de ces véhicules qui ne sont pas à jour ou qui ont des défaillances mécaniques importantes garent et attendent que l'opération prenne fin. L'État
vient de créer le Fonds de développement du transport routier, une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du transport terrestre qui se trouve aujourd'hui à bout de souffle avec un parc agonisant. L'État ambitionne de renouveler 50 000 véhicules en Côte d'Ivoire, à raison de 10 000 véhicules par an sur un échéancier de 5 ans, ce qui devrait correspondre en enveloppe budgétaire à un niveau financier de l'ordre de 750 milliards, soit 150 milliards par an. Mais c'est une ambition que nous allons traduire en programme, de sorte que nous puissions arriver à une applicabilité dès janvier 2015. L'avènement du Fonds de développement du transport routier en Côte d'Ivoire, avec le soutien de partenaires, va contribuer à redonner un second souffle au transport en Côte d'Ivoire. C'était le dossier du jeudi proposé par le service société de la rédaction. Pour ce 20h, l'actualité dans le domaine du sport, c'est aussi ce point presse animé cet après-midi par le porte-parole de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Pierre Gondo a parlé de la participation des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 17 janvier prochain en Guinée équatoriale. Ange Assoukro. La Fédération ivoirienne de football et le ministère des Sports ont du mal à s'accorder sur le budget de la CAN 2015. Alors que la FIFA réclame 3 milliards 500 millions de francs CFA pour la préparation et toute la compétition jusqu'à la finale, le ministère se dit disposé à n'octroyer que 310 millions de francs CFA, soit moins de 10% du budget initial établi par la fédération. Généralement, quand le budget est présenté à demi, il est décaissé de façon progressive, au fur et à mesure que vous avancez dans la compétition. Face à ce nouveau bras de fer FIF-ministère, le porte-parole de la fédération Pierre Gondo espère l'assouplissement de la position du ministère pour ne pas compromettre la participation de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015. Ce budget, je vous l'ai dit, par rapport à 2013, il est en baisse de plus de 330 millions. Maintenant, si nous n'avons pas les moyens d'y aller, comment voulez-vous qu'on y aille? Le sélectionneur national Hervé Renard a pour sa part proposé un plan de préparation de la CAN. Ce projet validé par la Fédération ivoirienne de football prévoit le démarrage de la préparation le 2 janvier 2015 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Pratiquement à 2 semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Rappelons qu'un conseil des ministres est tenu au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs dossiers économiques, politiques et sociaux étaient à l'ordre du jour de ce conseil des ministres de ce jeudi. Et l'un des points essentiels examinés, la restructuration de l'armée ivoirienne, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Certainement demain vous aurez le compte rendu complet de notre reporter. Voilà, fin de ce journal réalisé par Edouard Kofi Sakra et supervisé par Justine Djiké. À 23h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby pour le dernier bulletin d'information. Demain 20h, Abiba Dambélé.